Donc, il n'y a plus de témoins à entendre. Nous allons donner la parole à Monsieur le procureur de la République pour ces réquisitions. Oui, Madame le Président, Mesdames, on l'oublie trop souvent, mais c'est cette loi du 31 décembre 1970 qui comparaît symboliquement dans votre tribunal aujourd'hui. C'est cette loi qui crée, en France, un délit d'usage de stupéfiants, un délit passible d'1 an d'emprisonnement. On l'oublie au point de considérer que ce régime de prohibition sous l'empire duquel nous nous trouvons aujourd'hui en France, ce régime de prohibition, on en vient à croire qu'il irait de soi, qu'il serait aussi vieux que les drogues dont on vous a dit dans un témoignage qu'elles étaient elles-mêmes aussi vieilles que le monde. On oublie le caractère récent de ce régime de prohibition au point de ne plus y réfléchir, au point d'estimer qu'il va de soi, et au point de ne plus analyser cette loi pour ce qu'elle est. Cette loi, elle ne réprime pas l'usage des drogues à titre général et absolu. Elle crée une catégorie particulière de drogues prohibées. Elle laisse d'autres drogues dans un cadre de légalisation contrôlée. D'autres drogues qui sont des produits licites, qui ne sont pourtant pas des produits anodins. Il faut rappeler que le tabac cause environ 75 000 décès par an en France, c'est que l'alcool crée des dommages sociaux considérables sur lesquels il est inutile de s'étendre. Néanmoins, l'objet de votre audience, ça n'est pas de procéder à un arbitrage, un contentieux de frontières en se demandant si certaines drogues licites ne seraient pas moins dangereuses que certaines, ou plus dangereuses que certaines drogues illicites. Non, l'objet de votre audience et l'objet de ces poursuites, c'est d'interroger le principe même de la logique de prohibition de l'usage de stupéfiants. Alors c'est un débat qui se prête assez facilement à la caricature, d'autant plus qu'il porte sur quelque chose qu'on a trop souvent le réflexe de considérer comme allant de soi, et d'autant plus que cette caricature, elle permet facilement d'esquiver un débat sur le fond. Non, la position que défend le syndicat de la magistrature, la position que je représente aujourd'hui, non, cette position, elle n'est pas motivée par une quelconque naïveté sur la dangerosité des produits stupéfiants. Elle n'est pas motivée par une quelconque complaisance à l'égard du trafic de stupéfiants. Elle n'est pas motivée par l'angélisme, le laxisme ou je ne sais quel autre de ces qualificatifs qu'on se lance à la figure pour éviter de parler du fond. Notre position, elle n'est pas non plus idéologique, au sens où cette position, elle n'est pas la traduction d'un parti pris libertaire, il est interdit d'interdire, ou d'un parti pris humanitaire. Cette position, c'est la conséquence de constats que nous faisons en tant que professionnels de terrain, que la plupart des témoins qui ont été entendus aujourd'hui font également. C'est le constat de l'échec dramatique de cette politique de prohibition mise en place par cette loi du 31 décembre 1970 qui, symboliquement, comparaît aujourd'hui dans votre tribunal. Il y a des choses qui vont sans dire, mais qui vont parfois mieux en les disant. Oui, l'héroïne, la cocaïne, le cannabis sont des produits nocifs qui sont susceptibles d'usage pathologique, qui sont susceptibles de créer des dommages sociaux ou sanitaires extrêmement importants. Il n'est pas question ici de le nier. Oui, le trafic de stupéfiants alimente une économie criminelle importante et socialement extrêmement nuisible. Il n'est pas question non plus ici de le nier, mais ce n'est pas la question qui se pose à votre audience. La question, ce n'est pas les drogues pour ou contre. La question, c'est la logique de prohibition issue de la loi de 1970 est-elle, oui ou non, une réponse adaptée aux enjeux de la consommation de stupéfiants. Je dirais que poser la question, a fortiori à l'issue de votre audience et de l'audition de ces témoins, poser la question, c'est y répondre. La politique de prohibition issue de la loi de 1970, elle est inefficace, elle est contre-productive, elle est injuste. Inefficace. 17 millions de Français ont déjà expérimenté le cannabis. 10% des Français ont fumé au cours de l'année écoulée. 17% des
les adolescents français ont consommé du cannabis au cours du mois écoulé. C'est 3 fois plus que la moyenne européenne. Le nombre d'usagers de cocaïne a été multiplié par 3 depuis 2000. La France a l'une des législations les plus répressives d'Europe, et c'est en même temps, depuis une trentaine d'années, l'État d'Europe dans lequel la consommation de stupéfiants, et notamment de cannabis, est la plus importante. À l'inverse, des pays qui ont dépénalisé l'ensemble des consommations de tous les stupéfiants, comme le Portugal, ça a été dit, n'ont pas connu d'augmentation significative de la consommation. On est dans une pensée magique assez présente dans la culture française, qui est de dire si on interdit, ça n'existe plus. Alors on a réglé le problème. C'est faux. Les drogues, elles existent, les gens les consomment, et il y a un problème à régler. Et ce problème ne se règle pas par une loi qui dit c'est interdit. Pour justifier le maintien du statu quo, on est dans cette logique qui rejoint une célèbre devise qui dit il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien plutôt que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire si on arrête de pomper. On en est là, avec des variantes, avec la variante modérée qui est celle du projet actuel de conventionnalisation ou d'amende forfaitaire, avec un rapport parlementaire qui le dit très bien, qui avance tous les arguments en faveur d'une dépénalisation, puis qui conclut un maintien de la pénalisation. Certes, en partie atténué, avec cette idée, oui, on a bien compris que ça ne servait à rien, mais on va quand même continuer à pomper un petit peu au cas où. On ne sait jamais. En fait, c'est qu'un moyen de maintenir coûte que coûte une pénalisation qui a démontré depuis bientôt 50 ans son inefficacité totale. Je dirais que si ça marchait, depuis le 31 décembre 1970, on aurait vu quelques signes. Elle n'est pas seulement inefficace, cette politique de prohibition, elle est également contre-productive. Contre-productive parce qu'en plus d'être impuissante à réduire la consommation, l'interdit pénal, et cela a été dit, est un obstacle à une prise en charge efficace des problématiques addictives. C'est un obstacle à la prise en charge, au suivi, parce que l'usager alterne des périodes de coexistence entre le traitement et la consommation, des périodes de rechute, des périodes de réduction, et que tout ça, et le traitement de tout ça, s'accommode assez mal d'une logique pénale qui exige de manière non négociable un arrêt, un sevrage immédiat, intégral et définitif. Ça a été dit également, la politique de réduction des risques, qui est extrêmement importante, est elle-même entravée par la prohibition, parce que il est difficile d'aller mener celle-ci lorsqu'on parle d'une activité qui reste intrinsèquement illégale et pour lesquelles les usagers qu'on vise restent soumis à la menace d'une répression pénale. Enfin, la politique de prévention, elle aussi, dont l'objet est d'éviter ou de retarder le plus possible l'entrée dans la consommation, cette politique aussi, elle est entravée parce qu'il est difficile de tenir un vrai discours de prévention sur un produit dont on ne peut pas librement parler, comme ça a été dit lors des témoignages. Elle est injuste aussi, et c'est la guerre à l'usager qui a été évoquée lors d'un des témoignages. Il faut savoir, parce que moi j'ai entendu dire que la répression et l'usage était d'application molle. En tant que praticien, ça m'a un petit peu surpris. C'est pas ce qu'on voit dans les tribunaux. J'ai vu devant des tribunaux correctionnels des usagers poursuivis pour des quantités de cannabis inférieures à 1 gramme. Ça existe. Bon an, mal an, en France, il y a, à l'instant où on parle, une centaine de personnes en détention, incarcérées, pour des faits de pur usage de stupéfiants et uniquement d'usage du stupéfiant. Ça n'est pas une application molle de la répression. Loin de là, c'est une application qui aggrave la situation d'usagers qui sont déjà, du fait de leur addiction, du fait de leurs difficultés propres, dans une situation de vulnérabilité, et ce, pour un sens qu'on a beaucoup de mal à percevoir. Surtout, au-delà de cette injustice de l'incarcération en elle-même, la répression de la consommation de stupéfiants, elle est
appliquée d'une manière qui interpelle en termes de justice et d'égalité devant la loi. La consommation, ça a été dit, elle est équitablement répartie dans tous les milieux sociaux. Pourtant, les contrôles, les interpellations et donc les condamnations visent essentiellement les jeunes issus des quartiers populaires, les populations les plus en marge de la société. Il y a 170 000 interpellations pour de simples faits d'usage en 2014, nombre qui a été multiplié par 3 depuis 20 ans. Cette pénalisation, elle crée de l'inégalité sociale, elle crée de l'injustice, alors que la consommation est quasiment dépénalisée de fait dans les sphères les plus insérées. Elle subit une pression pénale intense dans les marges de la société, au point d'interroger sur le sens véritable de l'interdit pénal. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame le Président Méda, vous ne pourrez que constater que la logique de prohibition qui est issue de cette loi de 1970, elle n'est pas une solution adaptée aux effets dommageables causés par les stupéfiants. Vous devrez en tirer les conséquences, et vous devrez en tirer toutes les conséquences, car une simple dépénalisation de l'usage, si elle fait disparaître les effets pervers de la politique de prohibition, ce n'est pas une réponse suffisamment complète. Par cohérence, il est indispensable, nécessaire, d'accompagner une levée de l'interdit pénal d'une réflexion vers un dispositif de contrôle légal sur la distribution, parce que s'abstenir de cette réflexion-là, dépénaliser sans réfléchir à une légalisation contrôlée, c'est de fait donner les clés du camion et laisser toute latitude aux réseaux criminels qui alimentent aujourd'hui le trafic de stupéfiants. Réseaux criminels qui sont loin d'être altruistes dans leur fonctionnement et qui sont loin d'être très préoccupés par les conditions sanitaires. Il est absolument nécessaire d'envisager un contrôle des conditions de distribution pour que ça puisse s'accompagner d'une maîtrise stricte par l'État, l'interdiction de la vente aux mineurs, l'interdiction de la publicité, l'interdiction de la consommation en public, un contrôle sur la composition des produits, et puis bien sûr pour les produits les plus problématiques, la nécessité d'un accompagnement sanitaire et social des usagers. Et puis cette légalisation contrôlée, elle est nécessaire pour réduire l'emprise des réseaux criminels en les évinçant de ce marché lucratif, et puis aussi pour soumettre la distribution à une fiscalité indirecte qui doit éviter des prix trop bas qui seraient de nature à encourager la consommation, et puis qui doit permettre de financer la politique de prévention, de réduction des risques et de prise en charge des usagers. Au vu de l'ensemble, au vu de l'ensemble de ces éléments, vous déclarerez cette loi du 31 décembre 1970 et la logique de prohibition qu'elle introduit, vous la déclarez coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, vous prononcerez une peine de probation dont je vous laisse le soin de préciser la forme exacte, s'agissant d'un procès qui est quand même essentiellement symbolique et d'une portée procédurale un peu inédite. Je vous laisserai mettre les formes que vous souhaiterez à cette peine, mais cette peine, elle doit comporter un message fort en faveur d'une fin de la pénalisation de l'usage de stupéfiants, et un message fort afin de la mise en place d'un régime de légalisation contrôlée qui permettrait en effet une véritable lutte efficace et adaptée contre les dommages sanitaires et sociaux liés à la consommation de stupéfiants, domaine dans lequel la loi qui comparaît symboliquement aujourd'hui devant vous a démontré en bientôt 50 ans l'ampleur de son échec dramatique. Merci, monsieur le procureur.